Dans les jours qui suivirent la capitulation allemande, Berlin cessa d'être un front actif, mais demeura un lieu dangereux pour la population civile. La ville grouillait de soldats armés, les chaînes de commandement se chevauchaient, les rotations étaient constantes et l'administration était encore en construction. Dans ce contexte, ce qui est arrivé à de nombreuses Allemandes n'était pas un incident isolé lors de l'entrée, mais une expérience qui s'est étendue sur plusieurs semaines, avec des variations selon les quartiers et le type d'unité contrôlant chaque zone. Les violences sexuelles, les pillages et les actes de coercition s'inscrivaient dans un contexte plus large, la faim, les déplacements internes, les files d'attente pour l'aide alimentaire, les maisons détruites et une société luttant pour survivre sans État fonctionnel. Le pouvoir soviétique à Berlin s'est consolidé par le biais de commandements locaux. Chaque district avait besoin d'un point d'autorité capable de donner des ordres, de contrôler les mouvements, de réquisitionner des biens, de coordonner les services de base et d'organiser le travail forcé. En parallèle, la police militaire, les unités de l'arrière-garde et les organes de sécurité opéraient, avec pour tâche la capture du personnel nazi recherché, le contrôle des prisonniers, la surveillance des sabotages et la discipline interne. Cette structure était censée, en théorie, réduire la violence contre les civils car elle permettait de punir les crimes commis par les soldats. Dans la pratique, son fonctionnement initial fut incohérent. La ville était trop grande, la priorité était de stabiliser l'occupation, et la capacité réelle de surveillance dépendait de la volonté des commandants et du niveau de désordre au sein de chaque unité. Chez les femmes, la vulnérabilité se concentrait à des moments très précis de la journée et dans des scénarios répétitifs. La première difficulté était la nuit, où le couvre-feu était difficile à faire respecter dans les rues sombres, sans éclairage public, avec des bâtiments sans portes ni fenêtres, et avec des patrouilles qui pouvaient être à la fois une protection et une menace. La seconde consistait à traverser des escaliers, des cours et des couloirs d'immeubles collectifs où des dizaines de personnes vivaient entassées. La troisième consistait à chercher de l'eau et de la nourriture, une activité quotidienne et obligatoire qui impliquait de se déplacer le long d'itinéraires prévisibles, de faire la queue et de s'exposer. Le quatrième facteur était la présence d'alcool, qui n'était pas la seule cause, mais qui a accéléré le chaos. Entrepôts pillés, installations de stockage découvertes, bouteilles circulant parmi les soldats et les civils, et célébration de la victoire mêlée à la misère de la ville vaincue. La réaction soviétique face aux crimes commis contre des civils n'était pas inexistante, mais elle était incohérente. Des interdictions explicites de pillage et de violence avaient été émises, et des sanctions sévères, y compris des exécutions, étaient prévues pour certains cas considérés comme exemplaires ou politiquement préjudiciables. Parallèlement, de nombreux crimes restaient impunis, non signalés, non instruits ou non punis sur le terrain. La raison était simple. Porter plainte pouvait exposer la victime à de nouvelles représailles et cela impliquait également de trouver un canal d'autorité qui fonctionne réellement. En mai 1945, de nombreuses femmes ne savaient pas vers qui se tourner et lorsqu'elles le savaient, elles ne pouvaient pas être sûres que la réponse serait efficace. Dans les zones où un commandement a été rapidement mis en place, avec une discipline stricte et un contrôle rigoureux des patrouilles, les attaques ont eu tendance à diminuer plus rapidement. Dans les secteurs à rotation constante, sans présence policière dans les rues, ou avec des unités de combat nouvellement arrivées encore en mode front, la situation s'est prolongée. Dans ce contexte, un phénomène social a émergé, indissociable de la peur, la recherche de protection. Certaines femmes ont tenté de se rattacher à une figure d'autorité, un officier ou un sous-officier, partant du principe qu'un protecteur pourrait dissuader les autres. Parfois, cette protection existait et fonctionnait comme une véritable barrière. D'autres fois, elle se transformait en une relation de coercition où la frontière entre survie et exploitation était difficile à tracer. Dans une ville où la nourriture était devenue une monnaie d'échange, le pouvoir dépendait non seulement des armes, mais aussi de l'accès aux rations, aux permis et au logement. L'occupation a transformé cette inégalité en un outil du quotidien. Les hôpitaux et les centres de santé de Berlin étaient confrontés à un problème massif dans un contexte d'effondrement. Il y avait une pénurie de médecins, une pénurie de fournitures, une pénurie de lits et une pénurie de médicaments de base. Malgré cela, le système de santé fut l'une des rares structures à être réactivée relativement rapidement,
car l'occupant devait contrôler les épidémies et rétablir un minimum de normalité. Au cours de ce processus, des signes d'une crise spécifique touchant les femmes sont apparus. Augmentation des consultations pour blessures, infections et grossesses non désirées. La réponse médicale était entravée par des limites légales et morales. L'avortement restait illégal en théorie, même si dans la pratique, les demandes d'interruption de grossesse se multipliaient et que des circuits clandestins dangereux se mettaient en place. Les autorités craignaient également une augmentation des maladies sexuellement transmissibles, non seulement pour des raisons humanitaires, mais aussi en raison du risque de contamination des troupes d'occupation et du travail forcé ou rémunéré qui commençait à s'organiser. Parallèlement, les autorités soviétiques et les nouveaux administrateurs allemands nommés sous leur supervision ont mis en œuvre des mesures de contrôle démographique. L'inscription était obligatoire, les bureaux de quartier ont reçu l'ordre de rouvrir, des maires locaux ont été nommés, et une force de police allemande sous surveillance a été reconstituée. Il est important de comprendre que cette force de police n'est pas née comme une force de protection civile au sens moderne du terme. Elle est née comme un outil de maintien de l'ordre en période d'occupation, la priorité étant donnée au contrôle des marchés, de la circulation et au respect des ordres de travail. Pour autant, son existence a commencé à offrir en partie un canal de réclamation et une présence dissuasive dans certaines régions. La limitation était évidente, la police allemande manquait de moyens réels face aux troupes soviétiques et pendant des semaines, sa marge de manœuvre était très réduite. Un autre aspect important était le logement. La réquisition des appartements pour les officiers et les personnes à charge soviétiques a engendré des mouvements de population forcés au sein de la ville. Des familles entières étaient entassées dans des espaces réduits. Les femmes seules ou avec enfants vivaient dans des conditions de surpopulation. Et l'absence de portes, de serrures et de fenêtres signifiait que la maison cessait d'être une frontière. Dans de nombreux immeubles, des groupes de surveillance de quartier, des rondes de surveillance et des systèmes d'alarme improvisés ont été mis en place. Ce tissu communautaire n'a pas éliminé le risque, mais il a démontré une capacité d'adaptation rapide. Lorsque l'État s'effondre, la protection se résume aux couloirs, aux cages d'escalier et aux accords entre voisins. Ce climat de peur était également alimenté par l'incertitude quant à l'avenir politique. En mai et juin 1945, Berlin n'était toujours pas divisé de manière stable en secteurs pleinement administrés par les puissances occupantes. Des accords généraux avaient été conclus, mais la présence effective dans chaque quartier dépendait de l'occupation réelle et des négociations en cours. Pour ces femmes, cette incertitude était concrète. Elles ne savaient pas si le contrôle soviétique serait permanent, si les Britanniques ou les Américains arriveraient dans leur région, si elles pourraient déménager dans un quartier plus sûr, ou si ce déménagement serait considéré comme illégal. De nombreuses tentatives de relocalisation ont échoué faute de permis ou de contrôle sur les ponts et les avenues. Fin juin, l'occupation soviétique de Berlin avait consolidé davantage de mécanismes de discipline. Des patrouilles plus régulières, des chaînes de commandement plus claires et une administration qui commençait à assurer la distribution de nourriture, le travail obligatoire et la réouverture des usines essentielles. Dans plusieurs districts, le nombre d'attaques a eu tendance à diminuer à mesure que la garnison se stabilisait et qu'il devenait plus coûteux pour un soldat d'agir sans conséquence. Mais cette diminution ne signifiait pas une disparition, et les dégâts sociaux étaient déjà là. Une peur persistante, des traumatismes, des silences et une vie quotidienne réorganisée autour de l'évitement des risques, de l'obtention de rations et de la recherche d'une forme minimale de protection. Le 4 juillet 1945, alors que les derniers arrangements entre les puissances victorieuses étaient en cours de finalisation, les mouvements qui allaient rendre effective l'entrée des troupes britanniques et américaines dans leurs secteurs respectifs de Berlin commencèrent. Arrivée des Britanniques et des Américains, retrait partiel des Soviétiques et nouvelles règles. Le changement le plus visible à Berlin, après les premières semaines d'occupation soviétique, ne résidait pas dans un retour à la normale, mais dans une redistribution du pouvoir. Début juillet 1945, les troupes britanniques et américaines commencèrent à pénétrer dans les secteurs qui leur avaient été assignés, tandis que les unités soviétiques se retirèrent de ces zones pour se concentrer dans le secteur oriental et sur leur position convenue. Le transfert n'était pas un simple déplacement de lignes sur une carte.
Il a modifié les patrouilles, les horaires, les permis, les marchés, les contacts et surtout le sentiment de sécurité dans les quartiers qui ont changé d'occupants. Pour de nombreuses Berlinoises, cette division par secteur se traduisait par une phrase pratique « D'autres font la loi dans cette rue » et cette différence modifiait leur routine quotidienne et les risques encourus. Le retrait partiel des Soviétiques a eu un effet immédiat sur la vie urbaine car il a réduit la présence des troupes dans certains quartiers et remplacé l'autorité militaire directe par une autre chaîne de commandement. L'occupation occidentale n'a pas éliminé la violence ni les abus, mais elle a eu tendance à imposer une discipline différente, des contrôles bureaucratiques plus importants, un souci accru de l'image publique et une administration qui cherchait à stabiliser rapidement la ville pour éviter les épidémies, les famines et les effondrements qui allaient toucher toute l'Europe occupée. Dans les quartiers passés sous contrôle britannique ou américain, de nombreuses femmes ont interprété ce changement comme une opportunité de respirer, même si la ville restait dangereuse pour des raisons structurelles, la faim, les ruines, le manque de logement, la criminalité, les marchés illégaux et les déplacements massifs de population. La division de Berlin a également créé un nouveau problème, la mobilité. En théorie, la ville restait une unité, mais en pratique, les contrôles, les permis et les points de contrôle se sont multipliés. Les femmes qui tentaient de déménager dans une zone perçue comme plus sûre ou offrant un meilleur accès à la nourriture se heurtaient à des obstacles administratifs et à la réalité d'un nombre minimal de logements disponibles. De nombreux bâtiments furent détruits ou réquisitionnés, d'autres furent occupés par plusieurs familles à la fois. Et dans tous ces cas, il y avait le fait que l'autorité pouvait réaffecter les espaces en fonction des besoins militaires. Dans ce contexte, la relocalisation n'était pas un droit acquis, mais une négociation constante et les femmes sans contact ni papier de travail utile avaient moins de marge de manœuvre. Dans le même temps, le marché noir s'est intégré au tissu urbain. Il ne s'agissait pas d'un phénomène marginal, mais d'un système économique informel qui s'est développé en raison de l'insuffisance du rationnement officiel et du manque de stabilité de la monnaie allemande. Les échanges étaient organisés autour des cigarettes, de l'alcool, des conserves, du savon, des tissus et des médicaments. Pour les femmes, ce marché était un double piège. C'était un moyen de survivre, mais aussi une plateforme pour se faire connaître. Se rendre à un point de troc impliquait de traverser des rues, de rencontrer des soldats, des criminels de droit commun, des intermédiaires et d'entrer dans une dynamique où le corps féminin pouvait être traité comme faisant partie du prix ou comme un objectif de coercition. Parallèlement, de nombreuses femmes ont mis au point des stratégies pour réduire les risques. Voyager en groupe, changer d'itinéraire, utiliser les heures de pointe et négocier avec des intermédiaires de confiance lorsqu'ils existaient. L'arrivée des nouvelles autorités a également modifié la façon dont les gens parlaient des événements des semaines précédentes. Durant les premiers mois, les violences et agressions sexuelles ne sont pas devenues un problème public ouvert, en partie par honte et traumatisme, en partie par peur des représailles, et en partie parce que la priorité sociale était la survie. Mais la division en secteurs a créé des différences. Dans les régions occidentales, des rapports sanitaires et des préoccupations administratives concernant les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses et les soins hospitaliers ont commencé à circuler. Dans les régions soviétiques, la question était encore plus difficile à formuler publiquement, à la fois pour des raisons politiques et en raison du déséquilibre des pouvoirs entre la population civile et les forces d'occupation. Dans les deux cas, le silence a prévalu, à quelques exceptions près, conversations privées, dossiers médicaux, témoignages individuels et rumeurs qui circulaient dans les bâtiments et les files d'attente comme un code partagé. Dans le même temps, l'administration d'après-guerre commença à avoir besoin de main-d'œuvre. Berlin a dû déblayer les décombres, réparer les routes, rouvrir les usines de traitement des eaux, reconstruire les ponts, improviser les transports et réactiver les services essentiels. L'occupation favorisait le travail forcé ou semi-coercitif dans les tâches de nettoyage et de reconstruction, et les femmes y jouaient un rôle central. Les soi-disant « femmes des décombres » n'étaient pas une catégorie romantique apparue soudainement, mais une réalité de nécessité. Des équipes avec des pelles, des brouettes et leurs mains, déplaçant des briques pendant de longues journées, parfois sous la supervision des autorités locales et avec des rations en guise de paiement. Pour beaucoup, cet emploi offrait un avantage concret, des papiers attestant d'une fonction essentielle,
un accès à des rations plus régulières et un certain degré de protection grâce à l'appartenance à une structure officielle. Pour d'autres, c'était un fardeau physique et un nouvel espace d'exposition, car cela impliquait d'être dans la rue, dans des groupes de travail mixtes et sous surveillance militaire ou policière. La police allemande, reconstruite sous l'occupation, s'est développée en tant qu'instrument de maintien de l'ordre quotidien. Il ne s'agissait pas d'une force de police souveraine, mais d'une force limitée, supervisée et, dans de nombreux cas, purgée des anciens officiers liés au régime nazi. Malgré tout, leur présence a changé la rue. Davantage de contrôles anti-pillage, une surveillance accrue des marchés et, progressivement, une intervention plus fréquente contre la criminalité courante. Pour les femmes, cela pourrait se traduire par une légère augmentation de la prévisibilité, même si la protection n'est pas uniforme. Dans les secteurs occidentaux, la police et les tribunaux militaires alliés ont eu tendance à réagir par des procédures plus formelles. Dans le secteur soviétique, les relations entre la police locale et l'autorité soviétique étaient plus directes et plus politisées. La différence n'était pas seulement une question de style, il s'agissait d'une réelle marge de manœuvre. La vie quotidienne se trouvait ainsi divisée par une nouvelle géographie. Le domicile, le travail et le marché noir étaient réorganisés en fonction du secteur. Certaines femmes ont tenté de traverser cette zone géographique à la recherche de nourriture ou de contact. D'autres sont restées ancrées dans leur quartier, s'adaptant aux règles de la force d'occupation qui leur avait été assignée. Ce processus a également engendré de nouvelles formes de vulnérabilité. La criminalité civile, qui s'est développée avec la désintégration sociale, les bandes qui pillaient les maisons vides, le vol des rations alimentaires et l'exploitation de personnes désespérées en quête de nourriture ou de protection. Dans certains quartiers, la nuit restait un territoire dangereux, même après la fin des violences des soldats, car les ruines offraient des cachettes et parce que la police ne parvenait toujours pas à contrôler un paysage urbain dévasté. En septembre 1945, avec le système sectoriel déjà en place et une administration minimale, Berlin entra dans une phase différente. Le pouvoir a cessé de s'exprimer principalement par l'incursion violente de troupes dans un bâtiment et a commencé à s'exprimer par des permis, des rations, du travail, des contrôles et de la surveillance. Pour de nombreuses femmes, le danger immédiat des premières semaines s'est transformé en une autre forme de menace. Une vie marquée par le traumatisme, la précarité, des décisions forcées où la survie dépendait d'échanges, de silence et d'adaptation. Dans une ville qui n'était plus une capitale, mais l'épicentre administratif d'une occupation prolongée. Fin 1945, les hôpitaux et les services de santé ont commencé à enregistrer plus clairement l'augmentation des grossesses non désirées et la pression sociale pour trouver des solutions dans une ville où l'avenir politique de l'Allemagne restait incertain. Santé, grossesse forcée, marché du sexe et gestion de crise. Fin 1945, Berlin n'était plus une ville prise sur le champ, mais une ville occupée. Ce changement n'apporta pas de soulagement immédiat aux femmes. Le danger immédiat des premières semaines s'était mué en une pression constante, plus difficile à cerner et plus complexe à gérer. La faim, le froid, le surpeuplement, un système de santé effondré, l'insécurité juridique et un tissu social fracturé où la violence pouvait ressurgir sous différentes formes. Pour de nombreuses femmes, le problème ne se limitait plus à la rue, mais devenait le corps comme territoire de conséquences. Infections, grossesse non désirée, blessures mal soignées, peurs persistantes et une honte qui, dans les faits, les empêchait de demander clairement de l'aide. L'hiver 1945 à 1946 fut décisif, car il associait les difficultés matérielles à la nécessité pour les autorités d'occupation de rétablir l'ordre. Le chauffage était rare, le charbon manquait, tout comme les fenêtres et les portes, et l'approvisionnement en électricité restait aléatoire. Les logements endommagés obligeaient les habitants à vivre avec leurs voisins, des parents éloignés ou des inconnus. Dans de nombreux immeubles, la frontière entre espace privé et espace commun s'estompa. Ce contexte a aggravé tout ce qui touchait à la vie privée et à la sécurité des femmes, non seulement à cause du risque d'agression, mais aussi à cause de l'impossibilité de disposer d'un environnement sûr pour se rétablir, parler ou prendre des décisions médicales sans témoin. Les hôpitaux, qui avaient assuré la réponse d'urgence en mai et juin, entrèrent dans une phase de saturation plus discrète. Outre les blessures de guerre et la malnutrition, de nouveaux problèmes apparurent, touchant particulièrement les jeunes femmes et les adultes.
Infections gynécologiques, grossesses avancées sans suivi prénatal, accouchements dans des conditions précaires et complications liées à des tentatives d'avortement clandestines. Berlin ne disposait pas d'un système préparé à faire face à une telle demande, et le personnel médical travaillait avec des ressources minimales. Les pénuries d'antibiotiques, d'analgésiques et de matériel chirurgical, ainsi que le manque d'hygiène, augmentaient le risque de complications à long terme. À ce stade, la médecine est aussi devenue administration, enregistrer, classer, prévenir les épidémies et répondre à la pression sociale sans provoquer de scandale politique dans une ville occupée. La question des grossesses non désirées est devenue un sujet de préoccupation publique par accumulation, même si elle restait taboue dans les conversations publiques. Il ne s'agissait pas seulement des violences sexuelles commises pendant l'occupation, mais aussi des relations ultérieures marquées par la coercition, la survie ou la dépendance. Dans une ville où la nourriture faisait office de monnaie d'échange, l'accès aux rations, au charbon ou à un permis pouvait être une question de survie pendant l'hiver. Ce contexte a poussé certaines femmes à nouer des relations avec des soldats soviétiques ou des intermédiaires liés à l'occupation pour obtenir protection ou ressources. À proprement parler, ces relations n'équivalèrent pas toujours à un consentement libre et éclairé. Les rapports de force étaient inégaux et la nécessité dictait les décisions. Les conséquences se faisaient sentir des mois plus tard. Des grossesses dans une ville où élever un enfant était quasiment impossible et où la stigmatisation sociale pouvait ruiner la réputation d'une femme, même auprès de ses voisins vivant dans la même pauvreté. Les réponses possibles étaient limitées et souvent clandestines. Sur le plan formel, les institutions allemandes continuaient de fonctionner selon des cadres juridiques hérités du passé. Et l'avortement n'était pas présenté comme une option simple, encore moins sous l'autorité des forces d'occupation chargées du maintien de l'ordre. En pratique, ces pressions ont engendré des solutions ambiguës. Avortements clandestins, certificats médicaux utilisés pour justifier des interventions en raison de risques pour la santé et diffusion de conseils informels qui ont aggravé le danger. De ce fait, le coût de la décision a pesé presque entièrement sur la femme, risques physiques, juridiques et sociaux. Un autre front concernait la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. Cette question, contrairement à la grossesse, intéressait directement les autorités d'occupation car elle affectait la santé publique et les performances des troupes et des travailleurs. Au quotidien, des campagnes de prévention, des examens médicaux et des avertissements ont fait leur apparition, tous visant à freiner la propagation de la maladie. Pour de nombreuses femmes, cette approche s'est avérée doublement problématique. Si elle leur offrait un accès aux soins, elle risquait aussi de les stigmatiser. Les personnes soupçonnées de prostitution ou présentant des symptômes étaient soumises à des fouilles, des interrogatoires et une surveillance qui rendait les soins médicaux risqués. Dans une ville où la rumeur servait de moyen de contrôle social, la peur d'être pointé du doigt pouvait suffire à dissuader d'aller à l'hôpital, même en cas de douleur ou de fièvre. Dans ce contexte, le marché du sexe n'était pas un phénomène isolé, mais bien une composante du système informel de survie. La prostitution existait avant 1945, mais l'effondrement du rationnement et le manque de revenus ont exacerbé la vulnérabilité. Certaines femmes proposaient des faveurs sexuelles en échange de nourriture, de charbon, de cigarettes ou d'un endroit où dormir. D'autres étaient contraintes par des intermédiaires ou des réseaux criminels locaux qui se développaient à mesure que les forces de police se désintégraient. Dans le secteur soviétique, la présence d'une force d'occupation massive engendrait une demande, laquelle était liée au marché noir. La frontière entre relations, troc et exploitation pouvait varier d'une semaine à l'autre en fonction du voisinage, des conditions météorologiques et de la disponibilité des ressources. Sur le plan administratif, l'occupation soviétique privilégiait la stabilité, reprise du travail, maintien de l'ordre et réactivation des services. Cela eut une conséquence indirecte pour les femmes. L'État, une fois rétabli, fonctionnait comme un appareil disciplinaire et non comme un réseau de soutien affectif. Des équipes de nettoyage furent organisées, des tâches obligatoires attribuées, des registres tenus et la circulation surveillée. Pour une femme traumatisée, cet environnement offrait peu d'espace pour parler de ce qui s'était passé. Et pourtant, la vie quotidienne exigeait une présence publique constante, file d'attente, travail, bureau, point de contrôle. Dans ces conditions,
Le silence est devenu un mécanisme de défense. Nombre de femmes ont tout fait pour effacer les traces, éviter de porter plainte, de mentionner des noms, de consigner les événements par écrit et se construire une apparence de normalité pour se protéger du regard des voisins et de l'administration. La tension entre mémoire et opportunisme était également manifeste dans la manière dont la morale publique a été reconstruite. Dans le discours antifasciste qui a commencé à se cristalliser dans la zone soviétique, l'accent était mis sur l'identification des responsables politiques au sein du régime vaincu et sur la réorganisation de la société selon de nouvelles structures. La souffrance des civils existait en tant qu'argument général, prenant en compte la faim, les ruines et les dégâts de guerre, mais la violence sexuelle et ses conséquences étaient difficiles à aborder car elles impliquaient de pointer du doigt les membres des forces d'occupation. Dans les secteurs occidentaux, l'administration avait tendance à présenter le problème sous l'angle de la santé et de l'ordre public, sans en faire une question de responsabilité politique internationale. Dans les deux cas, la victime se trouvait prise en étau entre deux impératifs des puissances en place, préserver la légitimité de l'occupation et éviter les conflits entre alliés. À mesure que l'hiver avançait, la faim dictait à nouveau les comportements humains. Les rations officielles étant insuffisantes, le marché noir s'est enraciné comme complément et la criminalité courante a augmenté. De nombreuses femmes ont renforcé leur stratégie d'autoprotection. Ne pas sortir seules à la tombée de la nuit, emprunter des rues plus fréquentées, dormir chez leurs voisins, improviser des verrous sur les portes, cacher leurs objets de valeur et entretenir des réseaux d'échange avec d'autres femmes pour partager les risques. L'expérience collective a montré que la sécurité dépendait moins de la loi que de la densité sociale. Être entouré de gens que l'on connaît, être vu, avoir des témoins, appartenir à un groupe. Durant cette même période, l'occupation soviétique a intensifié le recours à la main-d'œuvre comme instrument de reconstruction et de contrôle. Les travaux de déblaiement, de réparation et de rétablissement des services ont été étendus et systématisés. À mesure que l'appareil administratif se mettait en place, la pression sur la population civile pour qu'elle contribue augmentait et les femmes, en raison de facteurs démographiques et de nécessité, continuaient d'occuper une place centrale dans ces mobilisations. Dans certains cas, le travail offrait des rations et une protection. Dans d'autres, il signifiait exposition aux intempéries, épuisement et une dépendance accrue envers l'autorité qui accordait les permis, la nourriture et l'accès au logement. Au début de l'année 1946, les bureaux du travail et les postes de commandement du secteur soviétique ont commencé à publier des listes d'offres d'emploi et d'affectation plus larges. Et certaines femmes ont été transférées à des emplois en dehors de leur quartier dans le cadre de la réorganisation économique de la ville. Du chaos de l'après-guerre au système soviétique de contrôle, de travail et de réparation. Au fil de l'année 1946, le poids de l'occupation soviétique à Berlin-Est ne se manifestait plus principalement par une présence militaire dans les rues, mais par une administration. L'autorité réelle se concentrait entre les mains de l'administration militaire soviétique en Allemagne et du réseau de commandement et de bureaux locaux qui délivraient les permis, distribuaient les rations, attribuaient les logements et les emplois. Pour les femmes allemandes, ce changement fut ambivalent. D'un côté, la stabilisation atténua l'extrême imprévisibilité de 1945, moins d'incursions chaotiques, davantage de patrouilles encadrées, des procédures administratives plus formelles. De l'autre, elle consolida un système où la survie dépendait de l'enregistrement, de l'affectation et de la contribution à la reconstruction et aux objectifs économiques de la puissance occupante. Le premier outil de contrôle fut l'enregistrement. À Berlin-Est, l'accès à la nourriture et au charbon était organisé par le biais de cartes de rationnement et de catégories, travailleurs essentiels, personnel de santé, services publics, enfants, personnes âgées. Ce système déterminait les apports caloriques, les horaires de distribution et les priorités. La conséquence concrète fut que de nombreuses femmes cherchèrent un emploi non seulement pour gagner leur vie, mais aussi pour accéder à une meilleure position sociale. Parallèlement, le secteur de la construction avait besoin de main-d'œuvre pour déblayer les décombres, réparer les routes, remettre en service les centrales d'eau et d'électricité et ériger les infrastructures de base. Le travail cessa d'être un choix et devint un instrument de contrôle social. Celles et ceux qui ne travaillaient pas étaient réduits à la précarité. Durant cette période, les équipes de déblaiement sont devenues une composante du quotidien urbain.
Il ne s'agissait pas d'un symbole, mais d'une nécessité logistique. Les femmes, du fait de la démographie et du manque d'hommes, ont été massivement impliquées dans les travaux de déblaiement manuel, nettoyage des poutres, tri des matériaux et transport en brouette, brique par brique. Dans bien des cas, l'incitation était directe: rations, soupe, charbon, certificat de travail. Ces certificats offraient aussi une protection relative. Ils fournissaient une justification officielle à la présence sur le terrain, évitaient les soupçons et, dans un contexte de contrôle constant, réduisaient les risques de traitements arbitraires. Mais ils ne faisaient pas disparaître la précarité ni l'épuisement physique. Pour un très grand nombre de Berlinoises, l'année 1946 fut celle d'un travail exténuant, condition sine qua non pour pouvoir survivre. Le deuxième problème concernait le logement. Dans le secteur soviétique, les réquisitions et les réaffectations se poursuivaient. Des appartements entiers étaient réservés à des bureaux, des logements d'officiers ou des services administratifs. D'autres logements étaient distribués aux familles déplacées, et de nombreuses femmes étaient laissées dans des chambres partagées, sans intimité et avec des portes de fortune. L'occupation tendait à considérer le logement comme une ressource de l'État et non comme un espace familial. Cela affectait particulièrement les femmes célibataires, veuves ou séparées, car elles disposaient de moins de pouvoir de négociation dans un système où le chef de famille masculin conservait une influence prépondérante aux yeux de la bureaucratie et de la communauté. Le troisième axe, plus sombre, consistait en une combinaison de purges politiques et de détentions administratives. Tout au long de 1945 et 1946, les Soviétiques ont mis en place un système d'arrestation ciblant les personnes soupçonnées de nazisme, les fonctionnaires, les policiers, les membres d'organisations du régime et les individus soupçonnés de sabotage ou de résistance. Certaines personnes arrêtées furent envoyées dans des camps spéciaux sous contrôle soviétique où la détention pouvait être arbitraire et dans des conditions inhumaines. Bien que la plupart des personnes arrêtées fussent des hommes, des femmes furent également détenues, notamment celles liées aux structures du parti, à l'administration ou au réseau d'opposition au régime précédent. Pour la population civile, le message était clair. L'occupation n'avait pas seulement reconstruit, elle avait aussi redéfini qui était apte à exister publiquement dans le nouvel ordre. Parallèlement, la réorganisation politique de la zone soviétique se consolidait. En 1946, on favorisa l'unification des forces de gauche sous une structure dominante visant à contrôler les syndicats, les comités de quartier et les bureaux du travail. Au quotidien, cela se traduisait par des réunions obligatoires plus fréquentes, une surveillance sociale accrue et une culture administrative omniprésente, tant dans les locaux que sur le lieu de travail. Pour les femmes déjà marquées par le traumatisme de 1945, ce nouvel environnement n'offrait pas un espace pour digérer les événements, mais une incitation au silence. Le silence était une forme d'autoprotection dans un système où toute prise de parole pouvait se transformer en rumeur et une rumeur en dossier. En matière de violence sexuelle, 1946 ne fut pas une répétition exacte de mai 1945, mais ne marqua pas non plus la fin du problème. Avec la stabilisation et un renforcement de la discipline, la fréquence des incidents tendit à diminuer par rapport au pic initial, même si des cas persistèrent. Et surtout, les séquelles sociales demeurèrent. La conséquence la plus visible fut la coexistence de trois réalités difficiles à dissocier. Les femmes agressées lors de la prise de contrôle, les femmes qui avaient noué des relations de dépendance avec des soldats ou des fonctionnaires pour obtenir de la nourriture ou une protection, et les femmes socialement stigmatisées, sans distinction entre ces différentes situations. Dans une ville aux murs fins et aux files d'attente interminables, la réputation devint un instrument de contrôle social. Nombreux furent ceux qui choisirent de ne rien enregistrer, de ne pas signaler les crimes, de ne pas laisser leur nom par écrit et de se reconstruire une vie acceptable aux yeux du monde extérieur. La même année, un autre phénomène devint plus évident: les transferts et déportations liés au travail forcé ou aux réparations. L'Union soviétique, dévastée par la guerre, exigeait une compensation matérielle et industrielle, qui comprenait notamment le transfert de machines, le démantèlement d'usines et le recours à la main-d'œuvre allemande. Il y avait des prisonniers de guerre, mais aussi des civils allemands mobilisés ou internés dans divers camps de travail.
Parmi eux se trouvaient des femmes, même si leurs proportions exactes variaient selon les régions et les catégories. Pour les familles, le résultat était le même: disparition administrative, notifications tardives et incertitudes quant à leur sort et à la durée de leur détention. À Berlin-Est, la question circulait comme une crainte persistante, non seulement de manquer de nourriture, mais aussi de perdre un être cher du jour au lendemain par décision administrative. La reconstruction économique dans la zone soviétique s'est poursuivie avec la création d'entreprises sous contrôle soviétique direct ou indirect, et avec une orientation de production marquée par l'extraction des ressources vers l'Est. Il en a résulté une pression accrue sur la main-d'œuvre et une vie quotidienne organisée autour de roulements, d'affectation et de contrôle. Pour beaucoup de femmes en 1946, l'identité se définissait par leur rôle dans ce système: travailleuses déclarées, mères bénéficiant d'un carnet de rationnement, employées essentielles ou personnes en surplus sans quota précis. Et dans un système de rationnement, être en surplus représentait une menace bien réelle. Vers la fin de 1946, l'appareil administratif étant mieux en place, l'État occupant parvint à imposer plus efficacement les routines et à maintenir la surveillance, mais aussi à donner l'illusion d'une vie normale. Les rues restaient en ruine, la faim persistait et les traumatismes laissaient des traces indélébiles, mais la vie se réorganisait grâce à des formulaires, des tampons, des permis et des listes. Durant cette transition, de nombreuses femmes ont compris que le danger ne venait plus seulement des patrouilles nocturnes, mais de quelque chose de plus stable: la dépendance quotidienne à un système qui décidait des rations, du logement, du travail et de la mobilité, tandis que la frontière politique de Berlin se durcissait et que le conflit entre les pouvoirs commençait à se manifester dans chaque procédure et chaque contrôle sectoriel. En mars 1947, l'administration soviétique a intensifié la coordination économique de sa zone et a commencé à intégrer plus étroitement Berlin-Est dans la structure politique et productive qui, en quelques années, allait aboutir à un État séparé. Normalisation à l'Est, silence public et problème des enfants de l'occupation. Cette intensification en mars 1947 ne ressemblait pas à un décret abstrait, mais à une réorganisation concrète de la vie quotidienne à Berlin-Est. Plus de formulaires, plus de tampons, plus de contrôle de domicile, plus d'inspections sur les lieux de travail et une relation de plus en plus directe entre la conduite et l'accès aux ressources. Pour de nombreuses femmes, l'occupation soviétique, d'abord ponctuelle, est devenue un système. Et lorsqu'un système s'enracine, ce qui change, ce n'est pas seulement la rue, mais aussi ce qui peut être dit, ce qu'il faut taire, et ce qui, en réalité, devient indicible. En 1947, une partie de l'effort soviétique visait à transformer la reconstruction en un projet politique et social, et non plus seulement matériel. Dans ce contexte, une importante organisation de masse féminine, la Fédération démocratique des femmes allemandes, DFD, fut fondée à Berlin-Est. Issue d'une conférence de femmes tenue en mai 1947, elle s'inscrivait dans le cadre du programme antifasciste et de rééducation promu par la zone soviétique. L'existence du DFD ne signifiait pas que les femmes contrôlaient le cours politique. Elle signifiait que le nouvel ordre voulait les contrôler. Le discours officiel présentait les femmes comme des travailleuses indispensables à la construction de la ville, des éducatrices des enfants aux valeurs antifascistes et le pilier moral de la communauté. Pour certaines femmes, cela offrait un espace de participation et des réseaux de soutien. Pour d'autres, c'était un mécanisme de surveillance sociale. Appartenir à un groupe, participer, faire preuve de fiabilité et ne pas être isolé dans une ville où l'isolement pouvait se transformer en suspicion. Parallèlement, la politique de dénazification se formalisa plus clairement. En août 1947, l'administration soviétique publia des directives visant à standardiser les procédures de dénazification dans sa zone. Début 1948, elle annonça la fin de cette phase administrative. Concrètement, cela a particulièrement touché de nombreuses femmes qui avaient travaillé dans des bureaux, des écoles, des hôpitaux, des bureaux de poste ou des commerces sous le régime précédent. Toutes n'étaient pas militantes, mais le critère de engagement pouvait se définir par l'appartenance à un parti, les fonctions exercées ou les plaintes du voisinage. Il en résulta une anxiété généralisée, perte d'emploi, perte de la carte de rationnement liée à cet emploi ou relégation à un emploi précaire.
Pour une mère célibataire ou une veuve, cette chute n'avait rien de symbolique. Elle signifiait la faim, le froid et le surpeuplement. Dans le même temps, l'État occupé devait gérer une crise sanitaire qui durait depuis 1945. L'une des questions les plus délicates était celle des grossesses liées aux violences sexuelles et des pressions sociales pour y mettre fin dans un pays dévasté. Dans la zone soviétique, à partir d'août 1945, l'avortement était autorisé après un viol, bien que prouver l'origine de la grossesse fût difficile, et que de nombreux cas aient finalement été résolus par des critères médicaux, des témoignages ou des décisions judiciaires spécifiques. La mesure existait, mais elle ne résolvait pas le problème de fond: la stigmatisation, la peur de parler, le manque de ressources médicales et l'énorme déséquilibre de pouvoir entre la victime et le personnel soignant. Malgré une administration plus efficace et une diminution du chaos entre 1947 et 1948, le corps de nombreuses femmes continuait de porter les stigmates de leur hospitalisation et l'hôpital demeurait à la fois un refuge et un lieu d'exposition publique. La question la plus visible et la plus controversée, bien que discrète, était celle des enfants nés de relations avec des soldats d'occupation, y compris ceux issus de la coercition, du troc ou de liens plus stables. Dans le langage social de l'après-guerre, des étiquettes sont apparues pour ces enfants, et avec elles des hiérarchies morales. Aux yeux du voisinage, une veuve avec un fils allemand n'était pas la même chose qu'une femme avec un fils associé à l'occupant soviétique. Cet enfant pourrait devenir la preuve vivante d'une histoire que sa mère voulait cacher pour survivre. La condamnation sociale n'avait pas besoin d'un tribunal. Les regards dans l'escalier, les chuchotements dans la file d'attente pour le pain, la suspicion au travail suffisaient. Cette inégalité s'exprimait également sur un plan juridique et administratif crucial. La difficulté de formaliser les mariages entre soldats soviétiques et femmes allemandes dans la zone soviétique, ce qui laissait nombre de ces relations sans voie stable de reconnaissance et les enfants sans cadre clair en matière de paternité ou de soutien. Cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas de couple, de cohabitation ou de promesse, mais plutôt que l'appareil militaro-politique soviétique tendait à empêcher que la présence de ces troupes n'entraîne des liens familiaux reconnus avec la population allemande. Pour les femmes, cela signifiait la vulnérabilité. Elles pouvaient compter sur un homme en uniforme pour leur protection ou leur ration, mais ce lien pouvait être rompu par un transfert dans une autre unité, un rapatriement, une sanction interne ou une simple disparition bureaucratique. Dans ce contexte, la normalisation prit un autre visage. L'occupation commença à considérer la violence et le manque de contrôle comme un problème de légitimité. Au fil du temps, et surtout vers la fin de la décennie, l'objectif devint non seulement de punir les crimes isolés, mais aussi de séparer physiquement les troupes de la population civile afin de réduire les frictions, les scandales et la propagation des rumeurs. L'historiographie sur l'occupation soviétique souligne que le confinement plus strict des troupes dans des postes et des camps, avec séparation des zones résidentielles, était une mesure clé pour réduire l'agression persistante. Pour les femmes de Berlin-Est, ce changement s'est traduit par une diminution progressive du risque immédiat dans certains quartiers, même s'il n'a pas effacé la peur ni réparé les dégâts déjà causés. Parallèlement, la vie quotidienne restait organisée autour du travail et de la survie. La reconstruction progressait grâce au travail des femmes et le contrôle social devenait plus subtil. Il ne suffisait plus de ne pas s'attirer d'ennui. Il fallait être visible en tant que travailleur, remplir ses obligations, assister aux réunions, éviter les conflits avec les comités de quartier et ne pas être stigmatisé par les rumeurs. L'idée même de moralité publique a été réorganisée autour d'un récit politique. La nouvelle Allemagne de l'Est se présentait comme antifasciste, disciplinée et axée sur la reconstruction. Dans ce récit, parler des violences commises par l'occupant était un acte délicat. Cela pouvait être interprété comme une attaque contre l'autorité qui prétendait libérer et organiser l'avenir. Le silence, une fois de plus, a fonctionné comme un mécanisme d'adaptation. Mais ce silence coexistait avec une réalité qui ne disparaissait pas. Des femmes qui continuaient à faire face à des traumatismes sans vocabulaire public, à des grossesses et à une maternité marquée par la guerre, à des enfants stigmatisés et à une dépendance matérielle qui transformait chaque décision intime en une décision politique. En 1947 à 1948, ce que les soviétiques ont fait
aux femmes allemandes à Berlin-Est n'était pas un acte isolé, mais une série d'effets. D'abord le manque de contrôle et la violence, ensuite l'administration, l'organisation et la discipline, et en dessous, une société qui a appris à survivre sans parler de l'essentiel. Le 24 juin 1948, lorsque le conflit entre les puissances s'est déplacé vers la logistique de Berlin et que le blocus a commencé, isolant par voie terrestre les secteurs occidentaux, la ville est redevenue un champ de bataille, mais cette fois-ci celui des rations, des itinéraires et de la résistance civile. Le blocus de Berlin, rationnement, propagande et vie des femmes dans une ville divisée. Le 24 juin 1948, la crise latente entre les anciens alliés prit une tournure logistique. L'Union soviétique bloqua l'accès par voie ferrée, routière et fluviale aux secteurs occidentaux de Berlin. Dans les faits, la ville cessa d'être un simple territoire occupé et devint un théâtre quotidien de résistance civile. Pour les Berlinoises, à l'ouest comme à l'est, ce changement ne se traduisit pas par des chars et des combats de rue comme en 1945, mais par une transformation plus lente et plus persistante, des files d'attente plus longues, une faim plus calculée, des déplacements plus étroitement surveillés et une pression politique qui s'insinua jusque dans leur cuisine, leur carte de rationnement et leur réputation. Dans les secteurs occidentaux, la conséquence immédiate fut des pénuries. Le blocus visait à paralyser la vie quotidienne et à obtenir des concessions politiques concernant la monnaie et le contrôle administratif de la ville. La réponse occidentale fut le pont aérien. Des avions transportaient du charbon, de la farine, du lait, des médicaments et d'autres fournitures pour soutenir une population urbaine isolée. Cette opération, bien qu'organisée par les forces militaires, devint un phénomène social. Les femmes étaient au cœur de sa réception et de sa distribution, non pas comme des protagonistes symboliques, mais comme faisant partie intégrante du tissu qui a permis de transformer les approvisionnements en nourriture réelle. Les travailleuses des points de distribution, le personnel de santé, les enseignantes et les soignantes qui essayaient de maintenir les enfants en vie, et les voisines qui, une fois de plus, sont devenues un réseau de soutien lorsque l'État était insuffisant. Le pont aérien a également modifié la nature du risque. En 1945, la crainte se concentrait sur la nuit et le contact direct avec les troupes. En 1948 à 1949, elle s'est déplacée vers les imprévus potentiels, le chauffage, le charbon, l'arrivée d'un convoi, les maladies hivernales, un accident d'avion. La vie devint dépendante d'une routine industrielle de vol et d'un système de rationnement qui ne pouvait se permettre de s'effondrer. Parallèlement, le blocus n'a pas complètement interrompu la circulation humaine à l'intérieur de Berlin. La ville est restée perméable à certains endroits et la circulation entre les zones a persisté de manière inégale, alimentant une économie transfrontalière pour se procurer de la nourriture ou des biens qui étaient rares d'un côté ou de l'autre. Ce transit avait un coût social élevé pour les femmes. Traverser signifiait être vu, être enregistré, être stigmatisé pour opportunisme ou pour déloyauté selon le secteur dans lequel chacune vivait. À Berlin-Est et dans la zone soviétique, la crise a servi à renforcer une idée clé, la discipline et la loyauté comme condition de survie. Les autorités soviétiques et les instances politiques qui gagnaient en influence présentaient le blocus et le pont aérien comme faisant partie d'une confrontation plus large, où la vie quotidienne était aussi une bataille de propagande. La propagande soviétique ne se limitait pas à attaquer la monnaie ou l'administration occidentale. Elle cherchait à construire un récit moral, l'Occident comme un espace de corruption, de marché noir et de dépendance extérieure, l'Est comme un espace d'ordre, de travail et de reconstruction dirigée. Dans ce contexte, l'expérience féminine a été utilisée selon un double mouvement. D'une part, la femme comme symbole de reconstruction antifasciste, d'autre part, la femme comme terrain de dispute symbolique pour parler de l'ennemi. C'est là que s'est consolidé un phénomène caractéristique de la guerre froide allemande, l'instrumentalisation politique de la violence sexuelle en 1945. Dans la culture politique occidentale, la figure de la femme allemande victime de l'Est est devenue un outil pour associer le communisme à la menace, au manque de contrôle et à la barbarie, une ressource qui a circulé dans des discours et des campagnes à contenu sexuel et racial. À l'Est, la question est devenue délicate pour des raisons inverses. La reconnaître pleinement revenait à pointer du doigt la force d'occupation. Il en résulta une asymétrie. À l'Ouest, le souvenir de 1945 pouvait être instrumentalisé contre le rival,
À l'Est, il tendait à être contenu, déplacé ou reformulé dans le cadre d'un récit plus large de libération et d'antifascisme. Pour les femmes qui avaient subi ces violences, ce différend n'offrait aucune réparation. Il offrait plutôt une nouvelle forme de mise au silence. Leur expérience était trop précieuse pour être traitée comme une expérience humaine et non comme un argument. Sur le plan matériel, le blocus a relancé intensément le marché noir, notamment pour les marchandises provenant du pont aérien et celles qui pouvaient transiter depuis l'Est. Pour de nombreuses femmes, la frontière entre échange et risque s'est à nouveau estompée. Si, en 1945, le troc était une réponse à l'effondrement, en 1948 à 1949, il est également devenu une réponse à la stratégie politique d'étranglement. Ce qui a changé, c'est la surveillance. Le contrôle policier et administratif s'est renforcé. Et avec lui, la possibilité de sanctionner les activités illégales, le trafic ou les comportements antisociaux. À l'Est, cette étiquette pouvait revêtir une signification politique. À l'Ouest, elle était liée à l'ordre public et à la survie économique. Dans les deux cas, les femmes pauvres et les mères célibataires étaient les plus exposées, non pas parce qu'elles commettaient plus de crimes, mais parce qu'elles avaient moins de marge de manœuvre pour l'éviter. Le pont aérien, maintenu pendant des mois, a également eu un effet psychologique particulier, il a transformé la dépendance en routine. Chaque jour, la ville occidentale voyait et entendait arriver des avions avec la régularité d'un service public. Cette image servait la propagande occidentale, tout comme le discours soviétique servait de l'autre côté. L'Occident pouvait ainsi se présenter comme capable de soutenir sa population face aux pressions venues de l'Est. Pour une femme occidentale, cette capacité ne signifiait pas l'abondance, elle signifiait simplement que la faim ne deviendrait pas fatale. Pour une femme orientale, ce même phénomène pouvait être interprété comme une provocation ou une menace, selon le contexte dominant de son quartier, de son lieu de travail et son exposition aux messages officiels. Durant cette période, le contrôle exercé par l'armée soviétique sur la vie résidentielle s'est par ailleurs renforcé. L'historiographie a constaté qu'au fil de l'après-guerre, le commandement soviétique a progressivement séparé les troupes de la population civile de leur zone d'intervention, les confinant dans des postes et des camps afin de réduire les tensions et la criminalité, notamment après les graves émeutes de 1945. Cette évolution n'a pas effacé les événements passés, mais elle a modifié la nature de la peur. La menace n'était plus aussi fréquente lors de contacts directs avec des soldats dans les bâtiments et s'est déplacée vers un contrôle plus institutionnel, permis, surveillance de quartier et un climat où la vie privée pouvait être remise en question. Dans le même mouvement, l'État en formation cherchait à intégrer les femmes par le biais d'organisations de masse et de structures féminines alignées sur le nouvel ordre, telles que le DFD. Le blocus prit fin le 12 mai 1949, lorsque l'Union soviétique leva les principales restrictions. Mais pour les Allemandes, la fin ne signifiait pas un retour à 1947. Elle signifiait que la ville avait été rééduquée par la pénurie et la propagande et que la division n'était plus temporaire. C'était un mode de vie. Dans les mois qui suivirent, ce mode de vie se figea en structures étatiques distinctes, et le souvenir de ce qui s'était passé depuis 1945, notamment les violences faites aux femmes, commença à être géré différemment de part et d'autre de la frontière politique qui devenait définitive. Les deux Allemagnes, surveillance accrue et gestion de ce que les femmes ont vécu. La levée du blocus le 12 mai 1949 a soulagé une partie de l'asphyxie logistique, mais n'a pas résolu la fracture politique qui s'était déjà installée à Berlin. La ville était plus que divisée, elle devint le théâtre permanent du conflit entre les pouvoirs. Et dans ce nouveau contexte, le sort de nombreuses Allemandes depuis 1945 commença à être perçu différemment qu'au moment du chaos initial. Ce n'était plus un problème sans responsable, mais un problème épineux pour les États en formation, chacun avec son propre récit et ses propres besoins. À l'Ouest, la formation de la République fédérale a suivi un calendrier politique précis. Le 23 mai 1949, la loi fondamentale a été promulguée à Bonn, instituant ainsi le nouvel État fédéral dans les zones d'occupation occidentale. Berlin-Ouest n'a pas été intégré comme un territoire normal, car son statut juridique restait lié au régime d'occupation des quatre puissances, mais dans la vie quotidienne,
L'effet était clair. L'Ouest commençait à s'organiser en État, tandis que Berlin restait une ville exceptionnelle au sein d'une exception. En pratique, cette exception impliquait deux choses. Premièrement, bien que le blocus ait été levé en mai, le pont aérien s'est poursuivi pendant des mois pour constituer des réserves et éviter une nouvelle crise, et a pris fin le 30 septembre 1949. Deuxièmement, la frontière intérieure de la ville devint plus lourdement gardée et plus symbolique. Passer d'un secteur à l'autre n'était plus seulement un acte de survie pour se procurer de la nourriture, c'était devenu un acte chargé de conséquences politiques. À l'Est, la succession fut tout aussi abrupte. La République démocratique allemande fut proclamée le 7 octobre 1949. Quelques jours plus tard, l'administration militaire soviétique qui gouvernait la région depuis 1945 fut officiellement démantelée. Le 5 novembre 1949, le SMAD fut aboli et remplacé par une commission de contrôle soviétique chargée de superviser le nouvel État. Ce changement était crucial pour les femmes de Berlin-Est car il marquait la transition du commandement direct au commandement par supervision. Une présence moins visible d'une administration militaire dans chaque procédure, mais une surveillance plus fine des institutions allemandes qui fonctionnaient déjà comme des bras armés du nouvel ordre. À ce stade, l'expérience féminine se trouvait prise en étau entre deux processus simultanés. D'une part, l'État de l'Est avait besoin des femmes comme main-d'œuvre et comme soutien démographique dans une société dévastée. Par ailleurs, il fallait consolider le prestige de la puissance occupante et renforcer le récit de la libération antifasciste. Cela a conduit à une politique à deux volets, l'intégration et la discipline. L'intégration s'est traduite par l'incorporation massive des femmes sur le marché du travail et par l'expansion des services de garde d'enfants, liés à l'idée du plein emploi féminin, avec des organisations de masse qui ont encadré la participation sociale et politique. La discipline se manifestait par le contrôle de l'espace public, la surveillance des quartiers et la construction d'une langue officielle où certains sujets ne pouvaient exister que sous la forme correcte. L'exemple le plus flagrant de cette gestion morale est apparu dans les domaines de la santé et de la reproduction. En 1945 à 1946, la crise des grossesses non désirées et des avortements clandestins était une question de survie. En 1949 à 1950, l'État allemand a tenté de gérer ce chaos dans le cadre d'une politique démographique et de l'emploi. La loi sur la protection des mères et des enfants et sur les droits des femmes, entrée en vigueur le 27 septembre 1950, visait à promouvoir les naissances et à réglementer l'avortement par le biais d'un système d'autorisation et d'indication médicale, plus restrictif que les pratiques d'urgence des premières années. Ce détail est révélateur. L'autorisation a dû passer par des comités où siégeaient des médecins, des représentants de la santé et des organisations officielles de femmes, ce qui a transformé une décision intime en un dossier et, en même temps, a inscrit la question dans un cadre politiquement contrôlable. Pour une femme agressée en 1945 ou piégée dans des relations de dépendance pendant l'occupation, cette institutionnalisation n'était pas synonyme de justice. Elle signifiait que l'État proposait des solutions encadrées, mais exigeait aussi un silence utile. Le problème n'était pas seulement ce qui était fait ou non en cas de grossesse, c'était ce qui était écrit, qui était au courant et ce qui pouvait circuler comme rumeur dans une société où l'emploi, le logement et les rations dépendaient de la fiabilité politique et du statut social. Parallèlement, une autre dimension cruciale s'est consolidée, la sécurité d'État. Le 8 février 1950, le Parlement de la RDA a approuvé la création du ministère de la Sécurité d'État, la future Stasi. Ce fait n'est pas tombé du ciel. Il était l'aboutissement d'une logique qui existait déjà depuis 1945, mais désormais avec ses propres institutions, avec du personnel allemand et sous la supervision soviétique. Pour les femmes, les conséquences furent indirectes mais profondes. Dans un quartier où une cage d'escalier faisait déjà office de tribunal moral, l'existence d'un dispositif de sécurité augmenta le coût de la prise de parole, du signalement et du maintien de versions incorrectes. La violence de 1945 à l'Est n'a pas disparu des corps ni de la peur, mais elle a été reléguée encore davantage à la sphère privée, à des conversations fragmentées, à des témoignages sans débouché public.
En Occident, le traitement social a généralement suivi une voie différente. Non pas le rejet pur et simple, mais plutôt le déplacement. La priorité était de reconstruire les institutions, de stabiliser l'économie et d'établir une nouvelle légitimité démocratique. Dans ce contexte, de nombreuses femmes ayant subi des violences se sont trouvées confrontées à un problème similaire pour des raisons différentes. La stigmatisation était encore présente, les signalements étaient difficiles, et le problème se mêlait au besoin collectif de passer à autre chose. Cependant, l'existence d'un adversaire politique présentait une tentation, celle de transformer la souffrance en preuve du caractère de l'ennemi. Cette instrumentalisation ne garantissait pas un soutien réel aux victimes. Bien souvent, elle servait la propagande sans se traduire par des réparations, un soutien psychologique ou une reconnaissance sociale durable. Pour les femmes ayant eu des enfants pendant l'occupation, la période d'après-guerre fut particulièrement difficile. La discrimination à l'encontre des enfants de la guerre et de leurs mères était monnaie courante dans de nombreux contextes d'occupation. Le lien avec un soldat étranger, réel ou supposé, pouvait être interprété comme une trahison et entraîner un isolement social. À Berlin-Est, en outre, les possibilités de formalisation familiale étaient limitées, car le système soviétique n'encourageait pas l'occupation à créer des liens familiaux reconnus, et le rapatriement ou le transfert du personnel militaire laissait les mères et les enfants sans soutien ni possibilité de parentalité concrète au sein de la bureaucratie. Cette réalité a consolidé une forme spécifique de précarité féminine, non seulement la pauvreté, mais une pauvreté marquée par une stigmatisation publique difficile à effacer. Ainsi, entre 1949 et 1950, la question qu'ont fait les soviétiques aux femmes allemandes ne trouvait plus seulement une réponse à la liste initiale des exactions, mais à quelque chose de plus froid et de plus durable. Ils ont créé un ordre politique dans lequel l'expérience féminine était subordonnée à la légitimité de l'occupant et au projet du nouvel État. Le chaos était moins visible qu'en 1945, mais la structure de surveillance, de classification et de cadrage était plus importante. Tandis que l'Ouest consolidait son État fédéral, l'Est consolidait son État socialiste sous la tutelle de Moscou. Pour de nombreuses femmes, cette consolidation a signifié que le traumatisme restait irrésolu. Il était occulté dans les dossiers médicaux, les décisions reproductives contrôlées et une vie quotidienne de plus en plus surveillée. Le 8 février 1950, avec la création officielle du ministère de la Sécurité d'État, la surveillance cessa d'être uniquement de proximité ou militaire et devint institutionnelle, avec la capacité de pénétrer les usines, les comités de quartier et les foyers. Le silence officiel, l'absence de réparation et le souvenir laissé en dehors des deux États. Le 8 février 1950, le Parlement de la République démocratique allemande adopta la loi créant le ministère de la Sécurité d'État et à partir de ce moment, la surveillance cessa d'être une somme de contrôle de voisinage et de police pour devenir une architecture institutionnelle conçue pour pénétrer les usines, les comités de quartier et la vie privée. À Berlin-Est et plus généralement dans la zone soviétique transformée en État, cette fondation a marqué un tournant. Parler de ce qui s'était passé en 1945 n'était plus seulement gênant. Cela pouvait devenir risqué si cela entrait en conflit avec le récit de la légitimité du pouvoir occupant et du nouvel ordre antifasciste. Durant ces mêmes mois, l'État oriental a commencé à consolider sa politique sociale et familiale avec une loi clé, la loi pour la protection de la mère et de l'enfant et les droits des femmes, associée à la date du 27 septembre 1950 dans sa présentation publique, et l'institutionnalisation des avantages et des mesures pronatalistes. Pour de nombreuses femmes, cela s'est traduit par un élargissement de l'aide, mais aussi par une forme particulière de discours. L'État promettait protection et assistance en échange de l'intégration dans ses structures de travail et organisationnelles, tandis que le traumatisme de 1945 restait en dehors du discours public acceptable. Le message pratique était que les femmes étaient essentielles à la reconstruction et au maintien des données démographiques, mais que leur expérience en tant que victimes de violences pendant l'occupation ne devait pas devenir une question politique autonome. La distinction entre politique familiale et mémoire de l'occupation n'était pas fortuite. Le pouvoir soviétique et l'appareil de la RDA avaient tout intérêt à limiter la diffusion de tout récit présentant les troupes soviétiques comme la source de la criminalité de masse.
Dans la vie de tous les jours, cette limite ne s'exprimait pas toujours sous forme de censure explicite. Parfois, elle fonctionnait comme une autocensure acquise. Ne pas laisser de traces écrites, ne pas répéter les noms, ne pas parler dans les espaces de travail, ne pas exposer les enfants. Avec l'intensification de la surveillance institutionnelle, de nombreuses femmes ont refoulé leurs expériences dans la sphère privée, se réfugiant dans des confessions fragmentées, et surtout dans une stratégie de survie sociale, reconstruire leur respectabilité pour préserver leur logement, leur travail et leur stabilité. En Occident, le processus fut différent, mais le résultat pour de nombreuses victimes fut similaire. Aucune voie claire vers la réparation n'existait. À partir de 1949, le nouvel État fédéral a fondé sa légitimité sur la reconstruction institutionnelle, la stabilisation économique et l'interprétation des événements récents à travers des catégories politiques faciles à gérer. Nazisme, guerre, expulsion, prisonniers, reconstruction. Les violences sexuelles commises par les forces d'occupation ne s'intégraient pas facilement au programme d'assistance, car elles ne constituaient pas une persécution du régime nazi et ne correspondaient pas à la logique juridique qui structurait les principaux systèmes d'indemnisation de l'après-guerre en Occident. Cela se voit clairement dans l'architecture des indemnisations en Occident. La Bundesentschädigungsgesetz, ou loi fédérale sur les indemnisations, est devenue l'instrument central pour indemniser les victimes des persécutions nazies et a été consolidée dans les années 1950 avec la Grande Loi fédérale de 1956 et ses effets rétroactifs au sein d'un système qui définissait des critères spécifiques de persécution. Suivant cette logique, l'État occidental a donné la priorité à ceux qui avaient été persécutés par le régime national-socialiste pour des raisons politiques, raciales, religieuses ou nationales, et le cadre juridique lui-même a occulté de nombreuses souffrances de guerre qui ne correspondaient pas à cette définition. Pour une Allemande violée en 1945 par des troupes soviétiques, le problème était évident. Son cas ne pouvait pas être expliqué comme une persécution nazie et n'entrait donc pas dans la catégorie principale des réparations mises en place par l'État fédéral. Les conséquences sociales furent graves car il ne s'agissait pas uniquement d'argent. Faute de reconnaissance légale, le préjudice demeura de facto privé. Et ce qui relevait de la sphère privée dans une société conservatrice en pleine reconstruction devint une source de stigmatisation. Nombre de victimes n'ont pas signalé les abus. D'autres n'ont pas pu étayer leurs plaintes, et d'autres encore ont choisi le silence pour éviter la stigmatisation qui, dans certains milieux, pesait davantage sur la femme que sur l'agresseur. L'après-guerre en Occident a certes offert des institutions plus stables, mais elle n'a pas garanti un système d'écoute sociale capable de traiter les violences sexuelles comme un crime de guerre aux conséquences durables. Dans le même temps, la guerre froide a engendré une tentation politique en Occident. Utiliser les événements de 1945 comme argument moral contre le rival. Cette instrumentalisation n'était pas une réparation. Elle pouvait transformer la souffrance en symbole, mais laissait de côté des besoins concrets, soins médicaux, soutien psychologique, protection sociale et reconnaissance sans honte publique. À l'Est, la tentation était inverse, non pas instrumentalisée, mais neutralisée. De part et d'autre, de nombreuses femmes se trouvaient prises entre les discours officiels, leur expérience étant, selon les cas, soit trop utile, soit trop dangereuse. Dans ce contexte, un témoignage a émergé qui allait s'avérer essentiel pour la mémoire collective ultérieure, même s'il a provoqué un rejet à l'époque. En 1954, une femme à Berlin, un récit de journal intime couvrant la période d'avril à juin 1945 fut publié anonymement en anglais, décrivant entre autres les violences sexuelles généralisées pendant l'occupation soviétique de la ville. Le texte a circulé hors d'Allemagne avant de s'imposer en allemand. Lorsqu'il a finalement été publié en allemand en 1959, il a été largement ignoré ou rejeté dans le débat public, précisément parce qu'il enfreignait une règle sociale d'après-guerre, la règle du silence, ce qui faisait de la femme un témoin gênant et de la communauté un complice silencieux. Des décennies plus tard, le livre fut réédité et l'identité de l'auteur, Martha Hillers, fut révélée au public en 2003, démontrant à quel point l'accueil initial avait été un symptôme de l'époque et non une évaluation neutre du contenu. Ce schéma de réception révèle un point structurel. Entre 1950 et le milieu des années 50,
La RDA et la République fédérale ont toutes deux construit des avenirs politiques qui nécessitaient de mettre de l'ordre dans le passé. À l'Est, l'ordre exigeait une mémoire antifasciste cohérente, faisant de l'occupant soviétique le libérateur légitime et du nouvel État l'héritier moral de cette libération. En Occident, l'ordre exigeait la stabilité sociale et économique et une politique de réparation axée principalement sur les victimes des persécutions nazies avec des catégories juridiques fermées qui n'absorbèrent pas tous les dommages de la guerre. Pour les Allemandes qui ont vécu l'occupation soviétique de Berlin, la transition vers une vie normale a été marquée par un paradoxe. Le danger immédiat s'est atténué avec le temps. La ville a été reconstruite et l'administration est devenue plus prévisible, mais l'expérience la plus intime et la plus violente de 1945 est restée sans véritable reconnaissance. Dans bien des cas, la solution résidait dans une combinaison de silence, de travail et de reconstruction familiale. Pour d'autres, la solution a été le déplacement, déménager, changer de quartier, traverser vers l'ouest lorsque c'était possible, ou rompre les liens avec les voisins qui en savaient trop. Pour d'autres, la solution consistait à élever un enfant sous le joug d'une suspicion constante, dans un environnement où la paternité était soit sans importance pour l'État, soit impossible en raison de l'absence du soldat, et où la mère supportait l'intégralité du poids du discours social. En 1956, le Parlement fédéral ouest-allemand a adopté la version consolidée de la loi fédérale sur l'indemnisation avec effet rétroactif, consolidant un système d'indemnisation axé sur les victimes de persécutions nationales socialistes, tandis que les violences sexuelles de 1945 restaient en dehors de son cadre juridique principal.